I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. Ainsi s'exprimait le mercredi dernier Ali Bongo, le président gabonais, déposé au petit matin du même jour par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, avec à sa tête le général Brice Oligui Nguema. Ali Bongo, en désaccord depuis peu avec la France et pour être raccord justement avec l'adhésion du pays au Commonwealth, s'exprimait ainsi en anglais pour exhorter les amis du Gabon à faire du bruit pour un retour à l'ordre constitutionnel dans son pays. Et justement, du bruit, eh bien, il y en a eu au Gabon, mais également dans d'autres contrées du continent, suite aux nombreux coups de force enregistrés ces derniers temps. Des populations qui, selon toute vraisemblance, soutiennent les juntes au pouvoir. D'où cette interrogation: résurgence des coups d'État, l'Afrique dit-elle non à la démocratie? On tente donc de répondre à cette interrogation avec Olivier Michel de Campos. Il est consultant et analyste géopolitique. Olivier Michel de Campos, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et ce matin, on fait l'exercice avec Sergino Lokosso. Il est analyste politique. Sergino, à nouveau, bonjour. Bonjour Ahmed. Merci d'être resté. Oui, c'est moi. Alors, on fait face donc sur le continent depuis peu à une résurgence des coups d'État. On pourrait se mettre à citer les pays dans lesquels ces putschs sont intervenus ces derniers temps, le plus récent étant celui de la semaine passée, à savoir donc le Gabon. Olivier Michel de Campos, assistant là, la question, je la fais directement, à un échec de la démocratie sur le continent. Non, vous posez une question assez pertinente, je dois dire. Et assez lourde. Assez lourde et je vais dire aussi assez légitime. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. C'est vrai qu'on a vu à travers le monde quand même que la démocratie est en crise. Pas qu'en Afrique. Pas qu'en Afrique, d'ailleurs. Il faut quand même d'ailleurs. le reconnaître. Sur pratiquement tous les continents, que ce soit en Europe ou en Amérique, la démocratie semble traverser des périodes de crise assez visibles. Mais avant de revenir à cela, je pense qu'il est quand même important, puisque nous sommes dans le contexte africain, il est quand même assez important de rappeler quand même certains fondamentaux, c'est-à-dire de faire un peu un rappel historique de là où nous sommes partis pour en arriver à cette question à la démocratie sur le continent. Pour le faire, quand même, il faut remonter à la notion d'État. Puisque la démocratie, les coups d'État dont vous parlez, se déroulent dans un espace géographique qu'on appelle État. Alors, l'État, c'est quoi? L'État, c'est une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est que l'État est un résultat historique. Résultat historique, donc, qui a pris la forme généralement accomplie, ou apparemment accomplie, qu'on lui connaît aujourd'hui, après donc un long processus, c'est-à-dire un processus assez long et complexe. Et donc, tout cela nous amène un peu à la socio-genèse même de la notion d'État. Évidemment, on n'aura pas forcément le temps ici de faire toute l'historique de l'État, mais c'est important quand même de souligner 3 éléments principaux. C'est-à-dire, nous avons la formation de l'État, ensuite nous avons la propagation de l'État, c'est-à-dire le développement de la notion d'État, et l'institutionnalisation, donc le processus d'institutionnalisation de l'État, et pour finir, une sorte de mondialisation de l'État. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que les Occidentaux ont estimé que l'État tel que nous le vivons aujourd'hui était le modèle de société le plus organisé, qu'il devrait s'imposer à tous. S'imposer à tous, voilà, exactement. Et donc, cela nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui, avec des notions assez intéressantes, comme celle de l'État importé, de l'État exporté, qui correspond plus à nos réalités, donc, où la notion d'État a été exportée dans nos différents États, et celle d'État hybride ou d'État bricolé, qui également correspond aujourd'hui à nos réalités, parce que nous sommes dans un entre-deux, en quelque sorte, où nous avons à la fois un modèle qui nous est propre, en tout cas nous revendiquons un modèle qui nous est propre, et également nous avons le modèle historique donc, de l'État. Donc c'est très important de relever cela. Et donc l'Afrique telle que nous la connaissons aujourd'hui est le résultat, je vais dire, d'une
d'une triple histoire, c'est-à-dire l'histoire précoloniale, coloniale et ensuite post-coloniale. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est que nous sommes partis de l'état de royaume à l'état de colonie et pour finir à l'état, c'est-à-dire État. Nous sommes devenus des États. Et une réalité à laquelle nous n'étions pas forcément préparés parce qu'il n'y a pas eu vraiment de transition du passage de l'état de royaume à celui de colonie pour finir à celui d'État. Et donc, d'où la plupart des difficultés que nous avons parce que l'État en lui-même est un processus, c'est une construction. Et donc, cela dénote quand même quelques réalités, hein, on voit déjà là quelques défaillances même dans la construction que nous avons, dans le processus que nous avons eu donc à mener. Et donc, qui dit État dit régime politique. Régime politique entendu donc comme le mode d'organisation des pouvoirs publics, c'est-à-dire la définition du mode de désignation, les compétences et voilà les rapports, donc la définition des rapports qui régissent donc les différents pouvoirs publics. Mais également là aussi il y a un élément très important. Je vais en venir à votre préoccupation. Oui. Là également il y a un élément important parce que le régime politique c'est quoi? Le régime politique c'est quelque chose d'assez important. Ça ne tombe pas du ciel. Ça ne naît pas est nihilo. C'est-à-dire le régime politique, c'est le processus, ça sort du processus de création même de l'État, c'est-à-dire de la construction de l'État à travers cette création volontaire, hein, cette création délibérée hein, des appareils de contrôle et de régulation politique. Également, on a le processus de formation, donc qui est un processus historique de l'État. Vous avez également quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ce régime politique tient compte de certains paramètres, de certains facteurs historiques, culturels, socio-culturels, mais également, on va dire, historique, tu as dit, socio-culturel, voilà, très important, très important. Et donc, on note qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas forcément mis l'accent suffisamment sur ces différents paramètres-là, ce qui nous conduit aujourd'hui donc à des processus de démocratisation, puisque nous avons choisi le modèle démocratique. Pour nous exprimer, donc, et plus précisément la démocratie représentative. Démocratie représentative, donc, qui veut que le pouvoir, donc que la volonté du peuple s'exprime à travers ses représentants élus. Voilà. Et donc là également se posent la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui et qui expliquent en partie la résurgence des coups d'État que nous observons. Parce que la démocratie, peut-être qu'on va en revenir dans le débat, la démocratie a ses principes qu'il faut respecter. Et qui vous en souviennent qu'en 90, au sorti donc des périodes d'instabilité où on avait imposé donc la démocratie, en quelque sorte en grippe, imposé la démocratie aux États africains. On avait pensé à l'époque que la démocratie devait automatiquement amener au développement. Développement économique, développement politique, développement social. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que ce n'a pas été le cas. Et quand vous observez un peu tout ce qui se passe, quand vous lisez un peu les coups d'État, la plupart d'entre eux, il y a toujours la notion de gouvernance qui revient, la notion d'insatisfaction de la population ou d'une partie de la population qui revient à chaque fois. Donc, pour dire qu'on n'a pas forcément réussi, ce modèle n'a pas forcément réussi à apporter toutes les espérances, les espoirs que les populations plaçaient donc dans ce modèle-là. Ce qui fait qu'on assiste de temps à autre à ce genre de mouvement. Pourquoi également? Parce que je finirai là-dessus. C'est que la démocratie, c'est un système, c'est un régime politique, comme tout autre. Et comme tout régime politique, elle a ses bons côtés et elle a également ses failles. Mais le plus important, ce sont les hommes qui sont censés incarner ce système politique-là. Et c'est là peut-être que nous avons un gros souci à nous faire parce qu'on observe que dans la majorité des cas, les hommes qui sont à la tête de ces différents États, finalement, ne font pas suffisamment ce qu'il faut pour garantir à leur population le bien-être qu'il aurait été dans un État démocratiquement établi. D'accord. Sergino Lokossou, oui, sur la question de la démocratie de l'Afrique et de la résurgence des coups d'État, justement, où est-ce que vous vous situez?
Non, je pense que le cas du Gabon vient s'ajouter à la longue liste Longue que liste. nous connaissons déjà. Au total, depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui, il y a 154 coups d'État en Afrique. En Afrique. Et ça révèle, la prise de pouvoir par l'armée révèle la difficile réappropriation par les autorités ou les acteurs politiques et militaires de l'état de droit, on va dire ça comme ça, comme système d'organisation de la vie qu'on mène. Et je pense que c'est comme il a souligné, c'est même la réalité de l'adhésion à la démocratie. Et donc, quand les militaires prennent le pouvoir, ils s'autoproclament défenseurs de l'intérêt du peuple, soit c'est pour mettre fin à l'éthique et aux lois qui gouvernent le pays. Et il est important de le rappeler, comme il a dit, que la Constitution, elle est très importante dans une république, dans un état de droit comme on aspire à devenir, puisque c'est elle qui est la loi fondamentale, c'est elle qui régit les rapports entre les institutions, les rapports des institutions avec le peuple. Aujourd'hui, dans ces états, vous allez constater que la prise de pouvoir par l'armée révèle de ce que, comme il a souligné, la démocratie, pas parce que la démocratie ne marche pas, mais les acteurs qui sont censés incarner cette démocratie ne jouent pas forcément leur rôle. Mais on ne va pas les conduire à l'abattoir pour ça. Ça ne justifie pas la prise de pouvoir par les armes. Parce qu'il a dit, nous venons de quelque part, nous sommes en train de faire un cheminement. Et quand on le dit, tout au long du cheminement, on peut constater des anicroches, des failles. Et au fur et à mesure, on peut corriger ces failles-là. L'exemple que je donne, la plus simple, la plus proche de nous, c'est le système partisan au Bénin. Et on a voté ce système, on a mis en place cette réforme du système partisan. Pourquoi? Pour éviter un certain nombre de choses constatées par le passé, depuis des années 90 où nous avons enclenché l'aide du renouveau démocratique, notamment la transhumance. On a parlé d'un acteur politique tout à l'heure dont je tais le nom, tantôt mouvancier, tantôt opposant, tantôt opposant. Mais justement, avec l'arrivée de cette réforme du système partisan, vous constatez avec moi que même les législatives de 2023 n'ont pas échappé à ce mal transhumant. On a constaté au sein de la mouvance présidentielle, il y a eu des départs, au sein de l'opposition, il y a eu des départs vers la mouvance présidentielle. Et donc, je pense que ces coups d'État sont révélateurs de ce que ça ne va pas à l'intérieur de ces pays, mais ça ne justifie pas. Je dis, il y a que les constitutions prévoient les outils par lesquels il faut renverser un système qui ne marche pas. Et la première outil que les constitutions disposent pour nous, ce sont les élections libres et transparentes. Vous allez me dire encore là qu'au niveau de l'organisation de ces élections, il y a des failles. Oui, il y aura des failles parce que nous faisons toujours notre cheminement. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez constater en France, quand il y a eu de vote, il y a eu 0 incident, 0 magouille, parce que la démocratie française a évolué, n'est pas la même chose que la démocratie béninoise. Elle est plus vieille que la nôtre. Exactement. Au-delà, il y a les réalités béninoises, les réalités africaines qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la constitution telle qu'elle est aujourd'hui faite en Afrique, dans beaucoup d'États où on parle de ces coups d'État, est-ce que ces constitutions répondent aux réalités de ces États? Je ne pense pas. Mais ces États sont en train de faire un cheminement. Donc ça ne justifie pas. Je l'ai dit récemment sur ce même plateau que c'est comme au sein de notre famille. Parfois, le chef de la collectivité, lors des réunions, arrive à brimer des gens. Mais c'est lors d'une autre session de réunion qu'il constate que, effectivement, ce que j'ai dit, j'ai mal fauté. Mais ça ne voudra pas dire qu'on va l'éjecter de la famille. Donc, je ne crois pas, et je le dis toujours, je le signe. J'incite, je persiste et je signe que les coups d'État ne sont pas une bonne chose pour l'Afrique. Et évidemment, c'est vrai que depuis 60 ans, on est en train de faire un cheminement dans beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest, pour ce que je sais, mais ça ne justifie pas le fait qu'il faut prendre le pouvoir par les armes pour défendre les intérêts des peuples. Parce que c'est la justification que tu as donnée en Guinée récemment. On dit qu'on prend le pouvoir pour défendre les intérêts, pas pour rester au pouvoir, pour défendre les intérêts, pour organiser des élections crédibles. De 2 ans de transition, on est allé à 3 ans et ça évolue, cette période de transition. Donc je pense que effectivement, ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire encore l'épreuve. Nous sommes à l'épreuve de la démocratie. Nous faisons notre cheminement pour la démocratie, mais cela ne justifie pas qu'on renverse le pouvoir par les armes. Parce que quand on le fait une fois, on arrière le développement du pays. Aujourd'hui, quand vous prenez les cas que nous connaissons, le Niger, le Gabon aujourd'hui, le Mali un peu partout, le Burkina, vous allez voir que ces pays, quoi qu'on dise, ne sont pas comme s'il n'y avait pas coup d'État dans ces pays-là. Donc je pense que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Je suis foncièrement contre les coups d'État et ça ne justifie pas les failles au sein du gouvernement, les failles au sein du système. Ce n'est pas les coups d'État qui viendront corriger ces failles-là. Évidemment, et je pense que tous sur ce plateau sommes contre. Nous sommes tous contre, évidemment, les coups d'État. Voilà. Alors oui, la démocratie, elle vient avec les élections.
le moyen justement de corriger un certain nombre de choses. Quand on n'est Exactement. pas d'accord avec le pouvoir en place et de passer par les urnes pour justement se faire entendre. Et le peuple gabonais, puisque c'est le cas le plus récent, justement, c'est plus ou moins fait entendre au sortir donc des élections générales qu'il y a eu dans le pays et paradoxalement, c'est juste au lendemain de ces élections que le putsch est survenu. Oui. Olivier Michel de Campos. Oui, justement. J'aime bien l'intervention De Sergino. de Sergino. Merci. Parce que ça me permet de rebondir sur des éléments assez importants, assez intéressants que je voulais également développer. OK. Et votre question est tout à fait la bienvenue parce que lorsque vous parlez de la démocratie, comme je le disais à l'entame, c'est un régime, c'est un système politique et qui a ses, je vais dire, ses moyens, ses mécanismes, c'est-à-dire qui a ses règles, qui a ses règles. Et donc déjà, quand on prend tout régime politique, on part déjà de sa définition, la démocratie, ce qu'elle est. Donc on part déjà de la définition, donc le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Hein. Ensuite, on va ensuite au niveau des promesses de ce régime-là, c'est-à-dire les potentialités de ce régime, c'est-à-dire qu'est-ce que ce régime-là peut apporter de bien à la société. Parce qu'on choisit un régime politique parce qu'on aspire à quelque chose de mieux, un mieux-être. Sinon, on serait resté à l'époque ou dans d'autres régimes que je ne veux pas forcément citer. Donc, quand on choisit un régime politique démocratique, par exemple, c'est parce qu'on s'attend, on voudrait peut-être avoir plus de liberté, plus d'égalité, voilà, tout un tas de promesses et de potentialités, d'avantages qu'on espère tirer donc, de ce modèle-là. Troisième élément, vous avez les questions que peuvent soulever ce type de régime. Et vous avez ensuite les conditions nécessaires donc, pour le bon fonctionnement du régime. Okay. Conditions nécessaires pour le bon fonctionnement du régime. Vous avez ensuite les mécanismes, ou je dirais tout ce qui est mis en œuvre de manière pratique, donc les mécanismes mis en œuvre de façon pratique pour assurer, pour garantir la bonne mise en œuvre de ce système-là. Okay. Et pour finir, vous avez donc les critiques qu'on peut porter donc, au système. Mais je reviendrai sur un des points qui est celui des mécanismes mis en œuvre de la pratique pour assurer, pour garantir le bon fonctionnement du système. Et c'est là que nous avons la plupart des problèmes parce que vous observerez quoi? Lorsqu'on parle de mécanismes pour garantir le bon système, le bon fonctionnement d'un système comme la démocratie, d'abord, il s'agit donc des mécanismes pour garantir, par exemple, la reddition de comptes. Et dans la reddition de comptes, vous avez l'organisation des élections, c'est-à-dire qu'on ait des élections transparentes, qu'on ait des élections libres, crédibles, inclusives, et qu'on ait la compétition politique ouverte, qu'on ait un renouvellement de la classe politique, qu'on ait accès donc à une sorte de, je dirais, d'ouverture dans le jeu politique. Ensuite, vous avez la garantie des libertés, donc les libertés, les droits fondamentaux. Et vous avez ensuite, en dernier point, tout ce qu'il faut pour éviter les abus de pouvoir. Donc, à ce niveau, on prévoit normalement, donc dans la norme, on devrait prévoir donc la séparation des pouvoirs. Et donc, quand vous analysez tous ces points que je viens d'énumérer, vous vous rendez compte que le problème véritable, il est là. Vous l'avez bien souligné, on sort d'une élection. On sort d'une élection et on a tous observé la manière dont le processus électoral s'est déroulé avec une quasi-exclusion d'une bonne partie des forces vives. Vous avez la mise sous cloche, le couvre-feu, Internet coupé, voilà, tout un tas de... Les médias, les observateurs, tout un tas d'éléments qui mettent déjà à mal même le processus démocratique. Et c'est de là que parlent tous les problèmes que nous avons, parce qu'on ne respecte pas les règles que nous avons mises en œuvre, c'est-à-dire que nous avons voulu adopter. Parce que lorsque vous voulez faire la démocratie, ou vous voulez la faire pleinement, et vous la faites bien, ou vous ne la faites pas. Parce que lorsque vous voulez la faire de cette manière-là, vous retombez forcément dans des travers. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Parce que lorsqu'il parlait tout à l'heure d'outils prévus, je l'ai cité tout à l'heure, les outils sont prévus. On a prévu des mécanismes pour garantir la réduction de comptes que les dirigeants doivent rendre compte aux citoyens à travers donc, les élections. Vous avez dans des pays comme les États-Unis, mais lorsque vous ne faites pas ce pourquoi on vous a élu, mais vous êtes sanctionné. Et ça, c'est un fait.
Mais dans nos régimes, dans nos États, on se rend compte que qu'ils fassent bien ou qu'ils fassent mal, tout compte fait, on sait comment le résultat final non, vous savez que les outils prévus ne sont pas forcément à la hauteur de ce que ça devrait être, et ça finit par un dévoiement, je vais dire, une perversion de la démocratie qui est manipulée contre elle-même, parce qu'on se retrouve, on passe d'un état de droit à un état de loi, où vous avez au Gabon, par exemple, on a voté tout récemment, à quelques semaines ou à quelques mois de l'élection, de nouveaux tests, alors que tous les protocoles, en tout cas du côté de la CEDEAO, interdisent au moins 6 mois à l'avance de toucher à tout ce qui organise l'élection. Donc tous ces facteurs-là font qu'on n'arrive pas à véritablement implémenter la démocratie comme cela devrait être. Et quand vous faites ça, vous ouvrez la boîte de Pandore à tous les désordres, à tout ce qui peut... D'où la survenue donc, et cette résurgence des coups d'État. De ces coups-là. Mais également, à ce niveau, il faut quand même faire une nuance pour dire que tous ces coups d'État ne sont pas à mettre dans un même sac. Elles ont des dynamiques diverses, elles ont des motivations diverses, elles ont tout un tas de facteurs qui expliquent ou qui, en tout cas, qui les différencient. Donc, il faut quand même, peut-être que ça c'est une toute autre émission, pour faire vraiment la différenciation entre ces différents mouvements que nous observons, peut-être mouvement populaire pour d'autres, ou peut-être révolution de palais pour d'autres, mais qu'on fait de chamboulement, comme il a dit, et le signe profond de malaise, le signe profond que quelque chose ne va pas dans nos États. Quelque chose ne va pas dans nos États. J'ai retenu des interventions des uns et des autres jusque-là, puisque nous sommes partis dans 2-3 minutes, qu'il ne s'agit ici pas en tant que tel de la démocratie, mais de sa mise en œuvre. Si j'ai bien retenu jusqu'à présent, Sergino Lokosso. Exactement. Alors quand on s'entend sur le fait que c'est la mise en œuvre qui pose problème, on va peut-être finir là-dessus, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je pense que ce qu'il faut faire, c'est au-delà de l'État, il y a que les organisations sous-régionales doivent quand même essayer, à leur niveau également, de travailler à trouver les stratégies. Parce que quand vous prenez par exemple la CEDEAO, on nous dit que c'est la CEDEAO des peuples. Oui. Et dans cette CEDEAO, c'est les chefs d'État. Et donc, il faut que ces organisations, au plan sous-régional, puissent travailler à ce que les constitutions soient respectées. Parce qu'un État de droit, ce n'est pas les hommes qu'on voit, c'est la loi. C'est un État dans lequel les hommes ne gouvernent pas forcément. Ce sont les lois qui gouvernent. Et donc, il faut que les lois puissent gouverner réellement. Il faut que les dispositions, comme quelqu'un l'a dit, l'obéissance à la loi concerne prescrite les libertés. liberté. C'est Jean-Jacques Rousseau. Et donc, je pense que c'est important. Il faut d'abord que les constitutions, revoyez les constitutions au sein des États, et que les personnes qu'il faut soient placées à la place qu'il faut, et que le chef de l'État qui est là ne dit pas forcément qu'il va rester, qu'il va s'éterniser au pouvoir. Parce que, entre autres, on ne le dit pas souvent, mais c'est ça qui fait que les jeunes prennent le pouvoir chez ceux-là qui sont censés diriger de façon constitutionnelle. Et pour finir, je dirais que aucune effraction le pouvoir par effraction par une jeune ne peut garantir et que ça sera bien fait. On a vu les cas de la Guinée et d'autres pays. Quand ils prennent le pouvoir, ce n'est pas qu'ils organisent comme cela se doit. Et donc, je pense que abat les coups d'État sur le continent. C'est vrai que nous sommes en train de faire le cheminement de la démocratie, de l'État de droit, mais à chaque fois qu'il y a des failles, il faut qu'on puisse se poser les vraies questions et trouver les bonnes réponses au-delà des colorations politiques, et que les hommes qui ont la chance de gouverner nos États ne disent pas qu'ils vont s'éterniser au pouvoir, puisque pour finir, ce ne sont pas leurs, mais ceux qui font des enfants intelligents. C'est ça. Oui, Olivier Michel de Campos, pour finir, en 30 secondes. Oui, malheureusement. Pour finir, je dirais juste qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un processus. La démocratie, c'est un long processus. C'est un processus de construction, de déconstruction, de reconstruction. Et donc, il faut reconnaître que les États africains, nous avons à peine 60 années. Donc, nous sommes dans un processus de construction. Deuxième chose, il faudrait que l'on puisse passer de la démocratie électorale à la démocratie de développement, c'est-à-dire une démocratie qui apporte le développement. Il faut qu'on sorte de la légitimité électorale des dirigeants à une légitimité d'action publique, à une légitimité de performance, c'est-à-dire qui puisse garantir au peuple, qui puisse garantir aux citoyens la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. C'est à ce niveau-là qu'on pourra véritablement mettre fin à tout ce que nous observons aujourd'hui comme soubresaut, comme déstabilisation par les États. Donc, c'est important que les dirigeants intègrent qu'au-delà de leur légitimité électorale et politique, il faut qu'ils travaillent constamment à se garantir une légitimité d'action publique, une légitimité donc, de performance, donc de résultats concrets sur le terrain. Et quand vous observez un peu, je vais finir par là,
que ce soit au Niger ou au Gabon, vous vous rendez compte que vous avez des chefs d'État qui sont élus, mais qui n'ont pas forcément cette légitimité-là, parce que sinon, elles auraient peut-être suscité l'adhésion de leur population pour les soutenir et pour les remettre certainement dans leur fauteuil présidentiel. Donc, il est important qu'on puisse travailler à cet aspect-là pour garantir plus de droits, de liberté et de développement. L'Afrique dit-elle non à la démocratie? L'Afrique refuse-t-elle la démocratie? On va s'entendre sur la réponse par la négative. Non, ce n'est pas le cas. C'est un processus. C'est en termes de mise en œuvre que le problème se pose justement, d'où cet appel donc à tous les acteurs à travailler réellement à ce que, oui, sur le continent, on n'est plus forcément une démocratie électorale, mais donc une démocratie de développement qui satisfait, disons, les aspirations des uns et des autres. On va s'en arrêter là pour le compte de l'actu décalé du jour, pour le compte de Martin Eden de ce matin, alors qu'au Gabon, eh bien, Brice Oligui Nguema est censé prêter serment. On suivra tout ça. Après, on en reparlera très certainement demain. Est-ce que tout cela est bien légal? Voilà. C'était l'actu décalé, c'était Martin Eden du jour. À demain.